Bienvenue dans Dirigé par la culture, le podcast pour les dirigeants qui veulent comprendre ce qui influence réellement leurs décisions, leurs pratiques et leur manière d'agir ensemble. Aujourd'hui, j'aborde le thème de l'action collective au travers d'une question. Pensez-vous que l'action collective peut se décréter dans une entreprise? J'aimerais amener une idée de réponse au travers d'une situation que vous avez peut-être déjà vécue. En tant que dirigeant, dirigeante, vous avez fixé une direction, partagé des objectifs, rappelé ce qui compte à vos équipes. Vous avez peut-être même clarifié une vision. Et pourtant, dans l'entreprise, quelque chose ne se relie pas complètement. Les projets avancent, mais pas toujours dans la même direction. Les décisions se prennent, mais pas toujours à partir des mêmes critères. Les priorités ne sont pas comprises de la même manière selon les personnes, les métiers ou les niveaux de responsabilité. Ce qui est troublant dans ces situations, c'est que personne ne cherche forcément à bloquer les choses. Les équipes peuvent être compétentes, les personnes engagées. Chacun pense et peut faire de son mieux. Mais ce mieux ne repose pas toujours sur les mêmes repères. Et c'est souvent là que l'action collective commence à se disperser. Et dans ces moments-là, le diagnostic arrive vite. On parle de manque de communication, de silos, de résistance au changement, de manque d'autonomie, parfois même de problèmes de leadership. Ces lectures peuvent être justes, mais selon mes observations, cette lecture ne va pas toujours assez loin. Car derrière une action collective qui se fragmente, il y a souvent une question plus profonde. À partir de quoi chacun agit-il réellement? En effet, qu'est-ce qui permet dans votre entreprise de décider qu'un sujet est prioritaire? Qu'est-ce qui guide un arbitrage lorsqu'il faut choisir entre rapidité, qualité, relation client, marge, sécurité ou innovation? Qu'est-ce qui permet à une équipe de savoir jusqu'où elle peut décider seule et à partir de quand elle doit demander validation? Ces questions peuvent sembler simples, mais lorsqu'elles ne sont pas clarifiées, chacun interprète la situation avec ses propres références. Et c'est précisément là que l'écart commence. Vous voyez certainement où je veux en venir. Dans toute entreprise, il existe des repères implicites. Ils viennent de l'histoire de l'entreprise, de ses réussites, de ses tensions, de son fondateur, de ses habitudes, de ce qui a été valorisé, ou parfois de ce qui a été évité. Certains repères sont connus, sans être vraiment nommés. D'autres sont transmis par mimétisme. D'autres encore sont compris par celles et ceux qui sont là depuis longtemps, mais restent opaques pour les nouveaux arrivants. Le problème n'est pas que ces repères existent. Le problème commence lorsqu'ils agissent en profondeur sans être suffisamment partagés. Alors l'entreprise continue à fonctionner, mais elle compense par davantage de validation, de réunions, de contrôle, d'explication ou encore d'énergie relationnelle. Les décisions remontent plus souvent à vous, les arbitrages se ralentissent, les malentendus se répètent, les tensions apparaissent entre les personnes ou entre les équipes. Et peu à peu, vous pouvez devenir le point de compensation permanent du système. Non pas parce que vous voulez tout contrôler, mais parce que l'organisation ne dispose pas encore de repères suffisamment explicites pour décider et agir avec justesse sans revenir constamment vers vous. C'est fréquent dans les entreprises en croissance, en transformation ou en transmission. Ce qui fonctionnait lorsque l'entreprise était plus petite, plus informelle ou plus proche du fondateur ne suffit plus toujours lorsque l'organisation se complexifie. Alors, l'action collective peut-elle se décréter? Je ne crois pas. Vous pouvez fixer une direction, définir des objectifs, afficher des valeurs. Vous pouvez demander plus d'autonomie, plus de coopération et d'alignement. Mais l'action collective ne devient réellement cohérente que lorsque les personnes comprennent ce qui doit guider leurs choix au quotidien. C'est-à-dire ce qui compte vraiment, ce qui doit primer en cas de tension, ce qui peut être décidé seul, ce qui doit être arbitré.
et ce qui ne doit pas être sacrifié, même lorsque la pression augmente. Clarifier les repères, ce n'est pas rigidifier l'entreprise. Ce n'est pas supprimer la nuance, l'autonomie ou la responsabilité individuelle. Au contraire, c'est donner un socle plus clair pour décider, coopérer, déléguer et avancer. C'est à cet endroit que la culture cesse d'être un mot général. Elle devient une force d'orientation concrète. Une force qui permet à l'entreprise de ne pas seulement additionner des efforts, mais de les relier dans une même direction. Pour prolonger cette réflexion, vous pouvez retrouver l'article repère numéro 4 sur mon site be-shine.ch. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous êtes intéressé par d'autres épisodes du podcast Dirigé par la culture, vous pouvez vous rendre sur ma chaîne YouTube be-shine voices ou sur mon site be-shine.ch. Et rappelez-vous, diriger par la culture, c'est reconnaître ce qui guide les décisions et l'alignement de l'organisation.